BFM Bourse, le club de la bourse. D'ailleurs, Bertrand a choisi de rester. Bertrand Puif, donc toujours avec nous pour Fidélité Internationale. Ça va, Bertrand ? Ça va, je suis bien. Voilà, on joue à domicile. Alexandre Taïeb nous rejoint également. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir, Guy. Bienvenue aussi, Alexandre, analyste et gérant pour Sycomore Asset Management. On va essayer de mesurer le potentiel des marchés pour la suite, bien évidemment, grâce à vous. Alors qu'on a des chiffres d'inflation aujourd'hui aux États-Unis qui, comme hier, sont plutôt, qui grattent un peu, quoi. Voilà, rien de très méchant, mais enfin, ça gratte. Les prix à la production hier un peu supérieurs aux attentes. Aujourd'hui, ce sont les prix à la consommation. Est-ce qu'on est sur la fin des bonnes surprises en matière de ralentissement de l'inflation, Alexandre? Rien de très méchant, mais pas de très grandes bonnes surprises. Je suis assez surpris quand même de la réaction du marché sur les derniers indicateurs macro, si on parle du passé très récent, fin de semaine dernière, début de semaine. Donc on avait fin de semaine dernière les indicateurs sur l'emploi qui étaient encore très solides, notamment les non-farm payroll. Et les taux remontent, puis rebaisse très fortement avec un marché action qui explose à la hausse. Et puis lundi, on ouvre très bien en Europe. Donc là, le marché réagit un petit peu à une économie qui tient bien. Good news is good news. Et puis, il est surpris que l'inflation ralentisse moins qu'attendu. Parce que ce que regarde la Fed, c'est quand même l'inflation cœur. Donc on met de côté les prix de l'alimentaire et les prix de l'énergie. Cette inflation-là, elle baisse comme les attentes le prévoyaient. C'est vrai. Donc, en fait, le chemin, on l'a. Et puis, vous savez que j'aime bien regarder à l'intérieur de l'inflation. Donc, dans l'inflation core, ce qui fait bouger le chiffre, on va dire l'indicateur le plus important, c'est ce qu'on appelle shelter, donc l'immobilier au sens large. Et cet immobilier au sens large, en fait, il baisse pas tant que ça. Il baisse, mais il baisse vraiment moins rapidement qu'attendu. On a eu ce pic, ce retournement, et on attend une tendance un peu plus forte. Donc en fait, on s'attend à ce que l'inflation continue de ralentir, moins fortement, parce qu'évidemment, il y a des effets de frottement avec les prix de l'énergie, etc., sur l'inflation nominale. Et sur l'inflation cœur, les services, notamment, tiennent très bien. Donc ça, c'est un petit peu plus long, mais c'est aussi synonyme d'une économie qui tient, et donc c'est plutôt une moins mauvaise nouvelle. J'allais dire, on se rapproche plus du scénario Goldilocks que du scénario hard landing. Et ça, c'est plutôt bon pour le marché, à mon sens. Vous croyez toujours au Père Noël, donc? Non, je crois pas au scénario no landing qui est le Père Noël, mais je crois au scénario soft landing. Soft landing, vous y croyez, d'accord. Et on aura donc un soft landing aussi bien de l'inflation que de l'économie, de la croissance, qui restera positive, même si il y a des doutes aujourd'hui. Quand on voit à quel prix les consommateurs continuent de consommer, le taux de crédit le taux sur les cartes de crédit aux États-Unis en moyenne 23% quand même. Oui, alors ils vont pas pouvoir consommer à crédit ad vitam aeternam. Là, pour le coup, vous le mentionnez, les taux sont quand même beaucoup trop élevés, c'est stressé. Néanmoins, la consommation tient. Alors, c'est peut-être pas la consommation à crédit, mais la consommation tient à un moment donné, surtout si on a une résurgence des prix. Cette consommation va peut-être ralentir petit à petit. Il y a aussi toute la consommation qui se fait pas à crédit, effectivement. De votre côté, Bertrand, comment est-ce que vous regardez la suite sur l'inflation ? Est-ce qu'on est certain qu'on va rester sur le même rythme de bonnes surprises en matière de ralentissement de l'inflation, ou quand même les chiffres depuis hier montrent que le meilleur est derrière ? Ouais, c'est pas sûr, puisque on a eu quand même une remontée relativement forte des prix du pétrole, qui s'est pas encore traduit dans les statistiques. Il y a quand même un certain délai de au moins d'un mois pour qu'on les voit. Alors même si on était monté jusqu'à 98, on est descendu à 85 avec la prime géopolitique. Là, on est remonté autour de 90, mais il y a quand même une augmentation assez forte sur les derniers mois du prix de l'énergie, en particulier, en tout cas du pétrole. Le gaz, c'est un peu différent, mais voilà. On en reparlera. Donc ça devrait quand même limiter les inflexions. Donc, si on schématise aux États-Unis, vous n'avez pas de récession pour l'instant. Le marché de l'emploi ne se dégrade pas suffisamment pour que la Fed réagisse. Et l'inflation, n'est pas en train de se normaliser aussi vite, en tout cas, que ce qu'on attendait. Donc, tout ça milite pour le fait que, dans le sens que la Fed ne va pas infléchir sa politique de sitôt. Donc, on va rester avec des taux courts qui vont être très élevés. Et ça, c'est pas bon pour le marché boursier. Parce que c'est le catalyse que tout le monde attend pour justifier des valorisations qui sont déjà tendues. Alors on pourrait y revenir sur une partie de la cote, et c'est là l'espoir, c'est-à-dire que l'autre partie est vraiment pas chère, donc c'est ce qui peut nous sauver. Mais en tout cas, à court terme, il y a quand même implicitement, quand on
n'accepte de payer 40 ou 50 ou 60 fois une société même technologique, il y a implicitement une attente de normalisation des taux. Normalisation au sens de ce qu'on a connu les 10 dernières années. Pas normalisation sur les 50 dernières années, puisque sur les 50 dernières années, les taux ont été beaucoup plus élevés que zéro. Est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que même si la Fed ne relève plus ses taux, les maintenir, ne serait-ce que les maintenir sur les niveaux actuels, équivaudrait à une forme de poursuite du resserrement monétaire, d'autant plus si l'inflation continue de ralentir, les taux réels, dans ce cas, seraient de plus en plus positifs. Enfin, voilà. Est-ce que les maintenir dans la durée sur les niveaux actuels, même sans les relever, c'est restrictif et finalement ce sera douloureux pour l'économie? Oui, c'est restrictif parce qu'en plus on a le consommateur qui à un moment donné va être impacté parce qu'on parlait des taux sur effectivement les crédits qui ont explosé, mais il y a également quand on regarde l'épargne des ménages, l'épargne des ménages qui s'était donc il y avait une suraccumulation d'épargne pendant le Covid, avec donc ce qui a été reçu de l'État avait été thésaurisé. Eh bien donc il y a eu une utilisation de cette épargne sur les 2 dernières années et là on est en train quand même de se normaliser assez fortement. C'est-à-dire que face au dernier trimestre avec un S un peu plus compliqué aux États-Unis, les ménages ont puisé dans leur épargne et cette épargne est en train de se normaliser aussi. Donc il y a un moment donné où ils vont plus puiser dans leur épargne pour consommer, ils vont arrêter de consommer ou alors ils vont aller accepter de payer 22% sur une carte de crédit, mais encore une fois tout le monde ne pourra pas le faire. Donc ça aussi ça risque un petit peu de jouer dans le sens du biais restrictif qui se maintient. On peut quand même tout de suite rassurer Bertrand. Le marché de l'emploi aux États-Unis reste hyper dynamique. On n'est pas en récession mondiale. Le Baltic Dry Index, c'est le coût du fret maritime, repart à la hausse depuis le début de l'année. C'est pas signe d'une récession à venir, ni d'un très très net ralentissement supplémentaire pour l'économie mondiale. Pour le coup, j'ai l'impression qu'on peut autant se rassurer que se faire peur aujourd'hui pour la suite. Ah oui, clairement, la visibilité est assez floue, oui. Donc, on peut se rassurer et se faire peur. Mais je ne crois pas qu'il y ait besoin de rassurer Bertrand. Je n'ai pas l'impression qu'il disait qu'il y avait une récession mondiale à venir. Et effectivement, le Baltic Dry Index, c'est un très bon indicateur aujourd'hui. Ça peut être un mauvais indicateur si l'offre de navires se raréfie. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, effectivement, ça montre qu'on a une activité économique qui est encore assez soutenue. Et donc, c'est en ça aussi que je crois au scénario du soft landing, pas de récession mondiale, plutôt une croissance un peu plus molle. Donc ça, je l'attends. Je voudrais revenir quand même sur un point. Effectivement, économiquement, de maintenir ces taux plus élevés plus longtemps, c'est restrictif. Après, c'est nécessaire d'attendre, j'allais dire, le temps que ça s'infuse à l'économie. Et moi, je le vois en tant qu'allocataire, on n'est quand même pas loin d'un TINA à l'envers. Pardon, je suis provocateur exprès, mais... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt de ne pas faire d'obligataire ? Quel est l'intérêt de ne pas acheter d'obligataire ? Que ce soit le souverain, le privé en investment grade, les hybrides corporate, le high yield dans une moindre mesure, parce qu'on sait que les taux de défaut peuvent augmenter, vous regardez les rendements qui vous sont proposés pour le temps qui est raccourci, on parle de 2-3 ans de duration, je n'ai pas envie aujourd'hui de prendre un risque majeur sur le marché action. Donc je pense que cette vision-là est en train, petit à petit, en tout cas c'est ce que je remarque dans ce que je lis, est en train de devenir consensuelle avec plein de guillemets, on en est loin. Donc ça déjà, le temps que ça se transmette, ça se transmettra également à l'économie qui épargnera plus plutôt que consommer ou investir. Donc on peut s'attendre à un ralentissement plus prononcé des économies, sans parler de récession mondiale. Et ensuite, à ce moment-là, l'inflation baissera, les banques centrales auront gagné finalement leur bataille contre l'inflation jusqu'à qu'on ne sait pas, mais elles auront gagné. Et donc on pourra relancer l'économie normalement et repartir sur un nouveau cycle. Mais enfin, vous dites qu'il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui aux obligations. Enfin, non, mais un TINA à l'envers. Vous pouvez adhérer au propos. C'est exagéré, c'est provoquant, mais à mon sens, on y est presque. Le rapport rendement-risque, en tout cas, est meilleur que sur le marché action aujourd'hui. On propose, si on raisonne sur les indices. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans le bullshitomètre, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la gestion qui devrait être redécouverte par les investisseurs, qui est la gestion active, qui va justement pouvoir aller piocher, pas dans les gros poids des indices, mais au-delà, dans des valeurs qui sont beaucoup moins sensibles parce qu'elles sont beaucoup moins chères. Donc on parlait des valeurs pétrolières, mais aussi les produits de base, on a aussi les financières. Même si les financières, il y a effectivement un risque de remontée des créances douteuses, clairement, mais c'est plus que pricé entre guillemets dans les cours, quand on voit que des bancaires, en moyenne, se traitent entre 6 et 7 fois les profits, ce qui est relativement très faible dans une perspective historique. Donc cette poche-là, nous, on est plutôt positif. Effectivement, à l'échelle du marché, je suis d'accord qu'aujourd'hui, aller racheter du marché américain aujourd'hui, alors qu'on peut faire des obligations, avoir de la duration courte sur le marché des taux et gagner pas mal d'argent là-dessus, c'est sûr que voilà, il y a des... Ça donne à réflexion. Voilà. D'autant que vous l'avez dit, les taux réels augmentent
de plus en plus, donc ça joue aussi. Et sur les financières, je suis parfaitement d'accord. Si on a un arrêt de la hausse des taux courts, mais que la Fed continue de réduire son bilan à coût de 90 milliards par mois, vous avez une repentification, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, une désinversion, une repentification de la courbe, qui est aussi très favorable pour les financières. Les banques américaines vont commencer à publier à partir de demain vendredi 13 en l'occurrence. On craint, c'est Bloomberg, un taux de créance douteuse à un plus haut depuis la crise Covid, parce que la hausse des taux a un impact sur l'économie, sur les clients des banques. On connaît la crise de l'immobilier commercial américain aussi, auquel les banques américaines sont très très exposées. Est-ce qu'il va falloir quand même craindre cette salve de publication qui démarre demain sur les banques américaines ? Alors oui, dans la mesure où on a en plus des éléments que vous avez mentionnés, à court terme, la problématique des départements donc corporate entre guillemets des grandes banques américaines, ceux qui font par exemple les introductions en bourse ou les fusions-acquisitions, donc avec des fees qui sont donc des frais qui sont collectés sur ces opérations-là, qui peuvent représenter en haut de cycle, quand tout va bien dans l'économie, des montants très importants, des pourcentages importants, même des profits totaux de ces banques. C'est vrai que ça, c'est quand même c'est un peu compliqué. On voit les introductions en bourse, c'est compliqué. Bon, alors c'est sauvé par des grandes fusions qu'on peut voir aux États-Unis, notamment dans le pétrole. Il y en a une qui a été annoncée. Mais voilà, ce département-là, ça va être un petit peu compliqué. Mais il y a ce moteur qui va se mettre en route de repentification, de normalisation de la courbe des taux. D'accord. Et c'est un moteur, mais beaucoup plus puissant que le reste pour les banques. Mais il faut que ça se mette en route. Et pour les banques européennes, le DG de Barclays, le directeur général de Barclays, dit attention sur les publications, là, on va avoir des déceptions sur les bénéfices des banques européennes. La question qu'on se pose, c'est de savoir s'il parle en fait plutôt de Barclays que des banques européennes. Barclays recule plus que les autres banques européennes aujourd'hui. C'est possible qu'il y ait un prisme un peu Royaume-Uni dans ce qu'il dit, compte tenu de la situation économique du Royaume-Uni. Et puis beaucoup de taux variables aussi aux États-Unis. Taux variables également, c'est une économie de taux variables. Mais quand on voit les valorisations des banques aujourd'hui, y compris d'ailleurs des banques anglaises, on a me semble-t-il, un peu anticipé, même en grande partie anticipé ce risque-là. Maintenant, c'est vrai que pour qu'il y ait un catalyste et que les titres se mettent à monter, il faut qu'on ait une bonne surprise. Voilà. Donc c'est vrai que le troisième trimestre, en conclusion là-dessus, effectivement, va sans doute être un petit peu tendu, complexe pour les financières, mais ce sera, s'il y en a qui baissent fortement là-dessus, sur des éléments qui sont vraiment des éléments de court terme, une opportunité importante, je pense, de rentrer ou de compléter ces lignes sur ce secteur-là. Oui, parce que vous adorez la value et que là, dans le secteur bancaire, on est vraiment value, effectivement. Oui, puis on a des très beaux dividendes qui, là, pour le coup, concurrencent les rendements obligataires. Tout à fait. Et voilà. Pour les publications en général, au-delà du secteur bancaire dont on parlait à l'instant, parce que demain, les big banks US vont publier, au-delà, les publications vont apporter du carburant supplémentaire au marché pour repartir de l'avant ou pas cette fois, Alexandre ? C'est pas vraiment ce qu'on attend. Il y a quand même pas mal de secteurs qui sont en train de normaliser. Je pense à l'industrie notamment. Donc on est en fin de destocking sur pas mal de sous-secteurs industriels. Globalement, alors c'est difficile de se prononcer sur les publications au global. On attend des bonnes surprises et de moins bonnes surprises. Donc sur l'industrie, plutôt de moins bonnes surprises. Encore une fois, vous savez que c'est toujours à mettre en comparaison avec les attentes. Parfois une moins mauvaise surprise fait une hausse du cours. Donc sur la partie industrielle et sur la partie consommation retail, on serait plutôt en attente de surprises négatives. Là où on peut avoir des secteurs qui présentent des surprises positives. Alors, on a mentionné l'inquiétude sur les financières, mais typiquement les financières, certaines financières en particulier, peuvent surprendre positivement, c'est pas exclu du tout. Et là où ça va se jouer, à mon sens, et vous parliez de gestion active, gestion passive, c'est sur ces fameux 7 magnifiques qu'on n'arrête pas de mentionner, mais sur la tech en général, elle a plutôt pas intérêt à se planter. Parce que la sanction, elle pourrait être assez forte, là, pour le coup. Si c'est sensiblement en dessous des attentes, on pourrait avoir une sanction forte. On l'a vu sur une grosse capitalisation comme Nike. Nike, la baisse a été vraiment très forte, alors que c'était, j'allais dire, presque une darling sur le marché américain. Nike a enchaîné, c'était il y a quelques semaines, a enchaîné un nombre record de baisses, c'est ça, un record depuis son introduction en bourse. Oui, absolument. Et on sent qu'il y a un shift dans la consommation, j'allais dire, de façon générale. D'ailleurs, ce shift dans la consommation, on essaye d'en profiter aussi. C'est un tout petit secteur, mais j'ai pas mentionné le tourisme, qui pourrait surprendre positivement, notamment l'hôtellerie, alors qu'on attend encore le retour des corporates, le retour des Chinois. Donc il y a un potentiel intéressant. Mais oui, sur la consommation retail, je pense qu'il y a vraiment ce shift qui fait que on est en train de sortir petit à petit des valeurs qui nous plaisaient
auparavant et qui présentent des résultats beaucoup plus compliqués. Sur la tech et sur les 7 magnifiques, les statistiques sont quand même très positives. Au 3e trimestre, en moyenne, les 7 magnifiques, après leur publication, ont progressé plus de 80% des fois. Voilà, 80% du temps, elles ont progressé après leur publication du T3. Voilà. Mais comme quasiment encore, à chaque fois. Encore une surperformance de la gestion passive à ce moment-là pour ce trimestre. Ça ferait pas les affaires de Bertrand, parce que Bertrand, vous pensez... Mais les miennes non plus. Exactement. Vous pensez, comme Alexandre à l'instant, que la tech risque de souffrir. Enfin, vous voyez un risque plus important là que sur les publications précédentes? Si on raisonne en termes de risk-reward, aujourd'hui, le potentiel que ces valeurs-là doublent, on va être tous d'accord, est relativement faible sur les 6 prochains mois, ou même les 12 prochains mois. Par contre, une micro-déception peut les faire baisser, mais de 20 ou 25 ou 30%. Et c'est ça en fait où est le risque. C'est-à-dire que même si elles publient des bonnes choses, ok, le jour où elles vont publier, elles vont prendre 3-4%, ce qui à l'échelle de l'indice va tirer l'indice fortement, mais derrière, on va pas faire du 15 ou du 20%. Alors qu'à la baisse, une mauvaise nouvelle, et là vous pouvez avoir une baisse à 2 chiffres. Vous imaginez un effet Alstom par exemple sur les 7 magnifiques? C'est pas possible. Alors, pas forcément sur les 7 de ce point de vue-là, puisque Alstom a aussi une problématique bilancielle qui est pas forcément celle de ces sociétés tech qui ont des bilans qui sont relativement... Une trésorerie, quelle place? Mais là on est sur une problématique de valorisation. C'est-à-dire qu'on est sur des valorisations très élevées qu'on peinait à justifier quand les taux étaient proches de zéro. Donc là, maintenant, avec des taux beaucoup plus élevés, alors là, c'est absolument injustifiable. Il n'y a pas un modèle de valorisation. Vous avez dit injustifiable. Injustifiable également, oui, effectivement. Nous demandons justice, la gestion active. Oui. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, voilà. C'est Victor Hugo qui disait ça. C'est ça, exactement. Et donc voilà, ces valorisations-là, aujourd'hui, on pense qu'elles ne sont plus soutenables dans cet environnement de taux, et en particulier, si on n'a pas, chaque trimestre, j'allais dire, des attentes qui sont battues de plus de 10%. Il faudrait qu'on ait ça pour que ça tienne. Est-ce qu'ils sont capables de battre de plus de 10%? Notre point de vue est quand même, voilà, on est plutôt sur la défensive de ce point de vue-là. 15h, 17h25, dans 10 minutes, la clôture. Et Andrea Tweni qui nous appelle, vous l'entendez depuis ses bureaux de Saxo Bank. Rebonsoir Andrea. Donc dans 10 minutes, cette clôture qu'on vivra en direct sur BFM Business avec Étienne Braque. Bon, pas de miracle à l'approche de cette clôture. On est toujours en repli sur le CAC, moins 0,19% en ce moment. Ouais, pas vraiment de miracle sur le CAC. On sent déjà depuis plusieurs séances que c'est poussif sur le CAC. On a une vraie dynamique, on a un vrai momentum qui est positif sur les marchés américains, où on voit une progression assez nette. On revient tester des niveaux de résistance qui sont majeurs, notamment sur le Nasdaq, poussé par les valeurs de la tech dont vous parliez à l'instant. Mais c'est vrai que sur le CAC, c'est beaucoup plus poussif. On a une résistance à 7203 qui serait vraiment important de franchir. Si on passe au-dessus des 7203, là, on pourrait revenir tester, on va dire, le canal descendant dans lequel on est sur le CAC, donc passer au-dessus de 7250, ça permettrait au CAC peut-être d'avoir un accélérateur et de voir les choses avec un biais un petit peu plus positif. Pour le moment, c'est pas le cas. Il faut vraiment franchir ces 7002 pour avoir un regard un peu plus positif sur le CAC. Pour le moment, pour moi, on est vraiment dans une dynamique beaucoup plus hésitante. On voit pas beaucoup de flux, on voit pas beaucoup de relais acheteurs. On a une progression quand même par rapport au point bas d'octobre, et depuis la semaine dernière, on voit qu'il y a une dynamique qui est un peu plus positive, mais pas forcément les relais qui permettent au marché de progresser. On a aussi l'impact hier d'LVMH qui n'aide pas. On aurait pu tester éventuellement ce niveau de résistance et 7203 s'il n'y avait pas eu les déboires d'LVMH hier, mais c'est vrai que ça vient forcément impacter négativement le CAC. Donc voilà, pour le moment sur le CAC, c'est vraiment ces 7200 qui représentent vraiment le point le plus important et qu'il faudra surveiller du coup dans les prochaines séances. Merci Andrea, on vous appellera à nouveau après la clôture tout à l'heure, en direct bien sûr. Le CAC 40 en très légère baisse, Orpea souffre énormément, moins 13%, on en parlera en long, en large et en travers aussi juste après la clôture. On en avait aussi parlé avec Frédéric Rosier, c'était vers 15h50. Le replay, si vous avez raté l'émission en direct à 15h50, le replay est désormais disponible sur notre site BFM Bourse. Effectivement, Orpea aujourd'hui souffre énormément. À l'inverse de Publicis, plus 4%, plus 4,5% même Publicis en ce moment. Publicis, les développements dans la data, manifestement portent de plus en plus le business. Est-ce qu'il faut, à vos yeux, Bertrand, continuer d'acheter cette valeur Publicis? Alors, si on met les choses en perspective, il y a encore 3 ans, c'est un titre qui traitait avec une décote significative par rapport à son secteur, parce que le marché ne croyait pas à la stratégie, notamment la stratégie digitale, et avait considéré qu'une acquisition un peu historique et emblématique, Sapiens aux États-Unis, donc dans le digital, qui avait été fait d'ailleurs par Monsieur Lévy à l'époque, n'allait pas apporter de valeur. Alors ça a mis plus de temps que prévu, mais force est de constater qu'aujourd'hui, cette acquisition apporte pas mal de valeur, puisque c'est une des raisons pour laquelle Publicis publie plus de croissance que prévu, mais également une meilleure marge. Maintenant, tout cela aujourd'hui a été un petit peu acté dans les cours, et le titre qui, comme je le disais, traitait il y a encore 3-4 ans avec une prime significative, cette prime aujourd'hui, a une décote significative, c'est devenu une prime. Donc aujourd'hui le titre, voilà. Donc il y a un effet d'inertie, anticiper qu'il y a encore
quelques trimestres où on soit sur cette bonne dynamique et qu'on continue à battre les attentes. Mais là encore, attention, sur un trimestre où il y aura un risque de déception, il va falloir faire attention parce que le titre est déjà, au sein de son secteur, bien valorisé. Bon, parallèle, donc Publicis en tête des valeurs du CAC aujourd'hui. À l'inverse, le luxe qui souffre encore après la publication d'LVMH. Déjà hier, c'était la lanterne rouge. LVMH, on pouvait se dire le titre a tellement reculé déjà depuis le début de l'année, il va y avoir des rachats. Mais non, toujours pas. LVMH perd encore 1,6% et désormais LVMH, depuis le début de l'année, est négatif. Est-ce qu'on peut qualifier ce qui est en train d'arriver à LVMH, Alexandre, pardon pour la provocation, de crack lent? Un crack lent, on perd quasiment 20% désormais depuis les plus hauts. Oui, disons qu'elle est entrée en bear market et effectivement c'est important de le mentionner. Il n'y a pas de un crack lent, ça n'existe pas. Il n'y a pas de rachat. Il n'y a pas de rachat à ce niveau-là. Donc c'est assez étonnant. Donc quand on regarde les résultats, effectivement la branche qui pèse le plus, c'est la branche spiritueux et notamment Hennessy. La partie fashion et maroquinerie tient à peu près, enfin elle est en légère baisse, donc c'est quand même un petit peu décevant. Oui. On peut s'attendre quand même à ce que les autres entreprises du secteur, que sont Hermès et Kering notamment, qui n'ont pas cette division spiritueux, publient de façon un peu plus douce. Voilà, mais c'était étonnant. LVMH, un peu au même titre que les big tech dont on parlait, n'a pas le droit de décevoir. Le consommateur chinois met trop de temps à revenir. C'est ça. Et LVMH ne peut pas que compter sur le consommateur américain visiblement pour contrebalancer ça. Manifestement, effectivement. Et comment est-ce que vous sentez l'état des marchés quand on voit que certes les indices font pas grand-chose, il y a très peu de variations spectaculaires en ce moment sur les indices, il y en a quelques-unes, mais bon, on a eu plus de 2% avant-hier sur le CAC, mais enfin voilà, la période n'est pas caractérisée par une immense volatilité, loin de là. En revanche, sur les valeurs, on a vu Alstom perdre quasiment 40% sur une seule séance, EuroAPI perdre quasiment 60% sur une seule séance. Oui. Est-ce que ça dit quelque chose, ça, quand même ? Alstom, c'est entre guillemets justifié, parce que quand on attend 1 milliard de cash flow et qu'il y en a 0, la sanction, elle est assez logique. Sur EuroAPI, je pense que le mouvement a été amplifié parce que c'est assez peu liquide. La boîte n'a pas bien publié, mais voilà, moins 60 en une séance, c'est quand même beaucoup. Donc je pense qu'il y a eu un souci de liquidité. Pour le reste du marché qui bouge assez peu, je pense que ça devient assez classique trimestre après trimestre où on a peu de visibilité sur la macro et on arrive vers la période micro où on va pouvoir se concentrer sur les résultats. Oui, mais enfin, quand on voit ces variations, est-ce que c'est aussi le signe? Vous nous disiez, il y a un nouveau TINA à l'envers. Aujourd'hui, pourquoi s'embêter avec les actions vu ce que rapporte l'obligataire? Est-ce que dans la mesure où l'obligataire rapporte autant, ceux qui choisissent de rester en action sont de plus en plus exigeants et du coup s'embarrassent plus des valeurs qui passent leur vie à décevoir en se disant il y a tellement mieux à faire aujourd'hui ailleurs? Clairement, même en prenant du sans risque, même en épargnant sur du sans risque. Alors je dis pas que c'est mieux que le marché action, pas du tout, mais de se dire. Vous l'avez presque dit tout à l'heure. Non mais j'ai fait du profit sur certaines valeurs. Globalement, les indices sont quand même encore en positif depuis le début de l'année. Oui. Je prends du profit, on m'offre du 5%. Que ça aille très bien, ça ne me choque pas. Donc oui, il y a peut-être plus d'exigences et surtout, et Bertrand le disait très bien, si on doit payer une valorisation qui est élevée, il faut montrer patte blanche en termes de résultats. Donc là, si on montre pas patte blanche, la sanction est immédiate. Parce qu'il y a effectivement tellement mieux à faire ailleurs sur le marché actions et même au-delà des actions, désormais sur l'obligataire. Il y a beaucoup de concurrence, les entreprises ont intérêt à pas se louper sur les publications et on imagine certaines entreprises peut-être trembler au moment de publier ou à l'approche de leur publication quand on voit à quel point désormais le marché n'hésite plus à massacrer certaines déceptions, Alstom, EuroAPI notamment la semaine dernière. Un mot quand même des cours des matières premières. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, attention sur les perspectives d'inflation. Bon, les matières premières, le pétrole continue lentement mais sûrement de progresser. On a les cours du gaz aussi sur des plus hauts de 6 mois. Bertrand, vous regardez tout ça de près chez Fidelity. Oui, donc on a une prime géopolitique, mais même en dehors de cette prime-là, aujourd'hui, le seul acteur qui est capable, qui a des capacités aujourd'hui pour réguler le prix du pétrole ou le faire baisser, c'est l'Arabie Saoudite. Les États-Unis ont épuisé leur stock stratégique, il est à un niveau extrêmement bas, donc il va être même au contraire, ça va être un soutien au cours du pétrole parce qu'il va falloir, en particulier en période de guerre, ils vont pas accepter d'avoir des stocks stratégiques aussi bas. Donc il y a que l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, clairement, est dans une stratégie qui est de maximiser son retour pour pouvoir réinvestir dans son économie, se diversifier.
Alors évidemment, il y a des choses qui sont proches comme du pétrole, comme le raffinage. On en parlait tout à l'heure, notamment par rapport à la problématique du manque de diesel. Une grosse partie du diesel qui venait de la Russie va venir maintenant de l'Arabie Saoudite et sera raffiné directement en Arabie Saoudite, donc il capte de la valeur. Et l'Europe pourrait manquer de diesel, c'est une alerte des autorités européennes cet hiver. Donc il y a une vraie stratégie qui est mise en place par l'Arabie Saoudite aujourd'hui de diversification, de soutien à son économie qui nécessite d'avoir un prix du pétrole élevé. Alors la question, effectivement... Vous ne parlez pas de l'Iran, mais il y a la question iranienne après les drames du week-end, l'implication plus ou moins prouvée nette de l'Iran. Peut amener le pétrole à $150. Ouais. Bon, on ne va pas se le cacher. Quand on prend la guerre du Kippour en 73, on est passé de $4 à $16. Donc si on est dans une dynamique un peu comme ça, et qu'en particulier l'Iran est d'une manière ou d'une autre reconnu comme coupable d'avoir aidé donc les terroristes, la problématique qui risque d'arriver, c'est que aujourd'hui, même s'ils sont encore sous embargo, on sait qu'ils exportent quand même autour de 3 millions et demi de barils, c'est que cet embargo soit rendu par les États-Unis beaucoup plus strict, difficile, beaucoup plus strict. Et on pourrait retomber à 1, ce qui était au plus bas. Donc déjà, on enlève 2 à 2,5, ce qui fait 2 à 2,5% de la production mondiale, c'est énorme. Plus le fait qu'on sait qu'à une époque, quand ils étaient sous embargo fort, ils passaient une partie de leur pétrole via la Russie. Et qu'aujourd'hui, c'est plus possible de le faire. Donc, on pourra avoir la production iranienne sous un embargo dur qui descende à zéro, les exportations. Patrick Artus, ce matin sur BFM Business, était notre invité. Il expliquait 1 million de barils par jour de moins sur le marché pétrolier mondial. 1 million de barils de moins, c'est 20% de hausse des cours en plus. Voilà. Donc si vous en enlevez 3, vous voyez qu'on va se rapprocher assez fortement des 150. Eh ben, on va suivre tout ça très très près. Merci beaucoup à nos deux coéquipiers du club ce soir. Alexandre Taïeb, analyste et gérant de Sycomore AM. Bertrand Puif, gérant action chez Fidelity International.